visiter cette tombe. Tout à fait. Et je vais vous dire que c'est une grande dame qui est partie. Le Cameroun perd une personne, une femme de pointe. Parce que dans mes directs, j'ai souvent parlé d'elle en disant que c'était une femme, pas comme les autres. Parce que c'est une femme qui a commencé à se battre très jeune. On dit dans les années antérieures, elle a réussi après son certificat d'études, il faut que j'essaie de rentrer derrière. Après son certificat d'études, quand elle part de son Mokolo natal, elle réussit à avoir son certificat d'études à Yaoundé. Et dans les années 47, comme on le dit, par le biais de ce Français, ceux qui nous ont détruits, Monsieur Louis-Paul Ajoula, elle a sa bourse d'études pour la France. Tout à fait. Elle va s'inscrire. Vous savez déjà qu'elle est passée par le collège, par le lycée de Neubel à l'époque, où tous ces mamans-là sont passées, que ce soit Feu Irène Billard, toutes ces mamans, la majorité sont passées par là. C'était une sage femme. Donc, après le lycée de Neubel, elle réussit à avoir ses bourses d'études par Louis-Paul Ajoula. Elle se retrouve en France et elle a son diplôme d'infirmière. Et dans cette transaction-là, c'est vrai, beaucoup de gens ne savent pas que Maman Germaine a eu un premier mari qui était tunisien, avec qui elle a eu un fils que j'ai connu personnellement, parce qu'il y avait une famille non loin de chez nous, à Douala, où cet enfant visitait nos grands frères. On disait, il avait, je crois, peut-être il y a très longtemps, j'étais très petite, il devait avoir un petit handicap et tout. Elle a eu cet enfant-là avant de se marier avec Aïdjo. Et qu'un enfant que le feu président Amadou Aïdjo avait adopté. Et il s'appelait Toufik. Oui, monsieur Toufik. Et bien, c'est par là que j'apprends même que c'est après la disparition de cet enfant qu'elle n'a même pas pu supporter comme ça, qu'elle commence à chuter. C'est une femme qui est rentrée, elle s'est mariée avec, elle a eu en deuxième noce, après son divorce, avec le président de la République. Elle devient donc première dame du Cameroun après notre indépendance dans les années 60. Elle devient notre première dame. Alors, une dame pas comme les autres, parce que c'était une femme au grand cœur. Vraiment une femme au grand cœur. Je vous ai dit la dernière fois sur l'un de mes directs ici que cette histoire que vous voyez aujourd'hui où le corps d'Aïdjo est resté à Dakar au cimetière de Yoff, où même cette condamnation par contumace, ce monsieur n'y était pour rien. On ne peut pas te dire que, nous ne pouvons pas dire qu'Aïdjo était un saint, mais il n'y était pour rien. Parce que je vous ai raconté la dernière fois qu'il y avait un colonel de l'armée. Je peux confondre les noms, mais il s'agit d'une histoire vraie. Si j'ai bonne mémoire, ça devait être M. Salatou, qui va donc rencontrer Aïdjo quand il est à Dakar pour dire une salutation. Juste ceci, vraiment, excusez-moi, c'est pour vous dire, démontrer quel cœur cette maman Germaine avait. C'est là où j'essaie de vous expliquer ceci. Parce que ce monsieur va les rendre visite et en partant, Aïdjo étant choqué, touché dans son amour propre, demande à Salatou qu'il veut faire un coup d'État, qu'il aille renverser Paul Biya. Ça, Aïdjo l'a demandé. Aïdjo a demandé à Salatou d'aller renverser Paul Biya. Aïdjo, Salatou a dit qu'il ne devrait même pas faire. Il a fini de parler, c'est parce que, compte tenu de ce que Aïdjo, Paul Biya était en train de faire, on parlait, il disait lui-même que Biya avait la phobie du coup d'État. Parce que quand le coup d'État arrive, il dit, si ce sont mes partisans, ils auront le dessus. Mais il n'avait pas donné, ce n'était pas l'ordre qu'il avait donné qu'on a exécuté. Alors le monsieur, pendant qu'il veut partir, maman Germaine Aïdjo interpelle ce monsieur et lui dit, écoute-moi, papa est fâché, je m'en occupe du reste. Aucun coup d'État. Tu ne fais, c'était le colonel Salatou, tu ne fais rien, nous n'avons pas besoin d'un coup d'État au Cameroun, nous n'avons pas besoin d'un bain de sang. Papa est fâché, je vais m'occuper du reste. Voilà comment elle convainc ce monsieur. Et le monsieur qui lui répond que maman s'est bien compris, je n'allais même pas le faire. Parce que moi-même, je n'ai pas besoin d'un bain de sang au Cameroun. Il rentre au Cameroun. Pendant qu'il rentre au Cameroun, on ne sait pas comment, c'est qui nous regarde, nous les Camerounais, où le gouvernement a été au courant, on arrête ce monsieur, on enferme pour le coup d'État. Et pour un coup d'État avorté. Et par la chance, quand vous comprenez les choses, il a eu sa défense. Il dit dans le congrès de Bamenda dans les années 85, son avion, il avait un hélicoptère blindé
qui survolait l'avion, la voiture présidentielle. Et il avait déjà reçu cet ordre d'Amadou Ahidjo où sa femme a dit non, que s'il voulait abattre Paul Biya, il pouvait le faire, le président Biya, parce qu'il était dans un hélicoptère blindé à Bamenda et qui était plein, carburant plein. Donc il le faisait et il continuait à atterrir au Nigeria. Il ne l'a pas fait. Et c'est ça qui a valu à sa libération, parce qu'on a vérifié, c'était cela. Donc tout ceci, c'est pour vous dire que c'était une maman, c'était une femme digne. Parce qu'une autre femme serait en train de dire que, ok, va, j'ai envie de regagner cette place. Mais elle a dit non. Donc, je ne connais pas une femme comme ça avec ce cœur. Elle a tout fait. Elle est restée là, qu'elle va ramener le corps de son mari au Cameroun. Le président Biya a oublié que M. Ahidjo était son bienfaiteur d'hier. A oublié que s'il est président aujourd'hui, c'est grâce à au président Amadou Ahidjo. Il a oublié tous ses bienfaits. Parce que chez nous, les Bantous, on dit ceci. Si quelqu'un t'a même fait peut-être du mal, tu peux prendre du bien et peser. Et essayer de changer la donne. Mais lui, Biya, ce n'est pas cela. Cette femme, vous voyez seulement son mari. Maman Germaine Ahidjo perd sa mère à Mokolo. Elle n'assiste pas le deuil de sa mère. Parce qu'elle avait dit, elle ne mettrait jamais pied au Cameroun sans le reste de son mari. Et c'était là la fin. Donc, c'est pour vous dire que c'était une femme. Moi, je l'ai rencontrée personnellement. Quand tu parles avec cette femme, je vous dis, je l'ai rencontrée à Dakar dans les années 96, oui. Et ma plus grande surprise était quoi? Parce que les gens disaient qu'Ahidjo a détourné des milliards, des milliards. Et je vous dis, mes frères, elle était dans une vieille Renault 30 avec chauffeur. Je vous dis bien, une vieille Renault 30. Par contre, on dit qu'ils ont détourné des millions. Est-ce qu'une femme, que son mari a laissé des millions, pouvait rouler dans une vieille Renault 30 avec chauffeur? Nous l'avons rencontrée au marché déjà, avant que je ne la rencontre personnellement. On stoppait, voilà, maman Ahidjo, c'est son chauffeur qui attire son attention pour qu'elle s'arrête à Dakar. J'ai fait 1 an là-bas, au Sénégal. C'était une femme au grand cœur et qui a toujours voulu la paix. Elle avait toujours la main tendue. Elle dit qu'elle attend, mais le régime camerounais n'a rien fait. Et c'est pareil encore pour Ahidjo. Quand il meurt, le président qui est en place laisse le corps d'Ahidjo pendant longtemps. La première personne qu'on appelle avant de rendre l'information officielle, c'est d'appeler le président Biya pour lui dire que le président Ahidjo vient de fermer les yeux. Il a dit qu'il a compris, il vous reviendrait. Il a dit, je vous rappelle, et il n'a plus jamais rappelé. Il n'a jamais rappelé. On a compris qu'il ne pouvait pas venir. C'est là où Ahidjo a été enterré. Je vous jure, quand j'arrive à Dakar, au Sénégal, en 2096, à l'année 96, ma première des choses, 2 jours après mon arrivée, je suis allé me recueillir devant sa tombe, au cimetière de Yoff. Et gloire à Dieu, quand j'ai regardé, j'ai reconnu la tombe, c'est à côté qu'on a gardé sa femme. Comment un monsieur du gouvernement peut être sadique jusqu'à ce niveau-là? Je suis dépité. On vous comprend, maman Brigitte. C'est vrai que c'est quand même choquant. On en parlait encore hier. Sandy, on suggérait la mise en place d'un mausolée, d'un panthéon au Cameroun pour les personnalités qui ont marqué l'histoire. Ça pourrait être Ernest Wandi, Omniobé, le président Ahidjo, et même si jamais le président actuel arrivait à décéder, il pourrait être mis au panthéon, n'est-ce pas, du Cameroun. Le Cameroun pense à renouer avec ses sources, renouer avec son passé et régler le problème entre les générations. On comprend votre douleur. Félix, juste une petite remarque. Hein. Oui, vas-y. Lorsqu'on parle de panthéon, on parle de l'apothéose dans l'histoire. On parle des figures qui sont commémorées comme étant des grandes figures. Alors, lorsque tu parles du président actuel dans ce panthéon, il faudrait que tout le peuple camerounais soit d'accord qu'il mérite de figurer au panthéon de notre histoire. Voilà, ça, ce sera l'appréciation du peuple. Cependant, avant même la création de ce muséum de l'histoire camerounaise, il est important que nous pensions déjà à créer une plateforme où toutes les forces vives, que ce soit les historiens, que ce soit les sociologues, que ce soit les activistes, les politiciens, où on va tous se retrouver et réfléchir sur comment
élever la mémoire de nos martyrs. Lorsqu'on parle de nos martyrs, on oublie toujours le docteur Félix Roland-Mounier, qui lui aussi est mort en exil et dont le corps n'est pas retourné au Cameroun. Nous oublions tout cela. Donc, il est important que nous restaurions la mémoire de tous nos héros, de tous nos martyrs. Et bien sûr, oui, le président actuel usurpateur, on ne peut pas l'effacer de l'histoire de notre pays parce qu'il a régné 40 ans, mais sera-t-il au Panthéon, étant donné que c'est celui-là qui a porté la guerre entre les Camerounais, où il y a eu pour la première fois plus de 15 000 morts à l'intérieur de notre territoire. Mimi Mefo vient encore de faire une publication sur un week-end sanglant au Nozo. Mais pourquoi est-ce qu'il figurerait au Panthéon? On va présenter tous ces faits et le peuple décidera. Seul le peuple est souverain. Tout à fait, tout à fait. Alors, je suis totalement d'accord avec cette réaction, Sandy. C'est vrai, ça reviendra au peuple, il reviendra au peuple de décider. Encore faut-il que cette candidature puisse être admise. Mais parlons quand même du retour de la dépouille. Aujourd'hui, on est triste pour le décès de maman Germaine Aïdjo. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut lui en vouloir à elle en tant qu'épouse des erreurs, je vais appeler ça des erreurs de gestion, ou bien de tout ce qui a pu se faire au temps de M. Aïdjo? Est-ce que c'est pour autant qu'on doit s'acharner sur Mme Germaine Aïdjo? Je vais poser la question comme ça à Agnès Lendy. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que la dépouille de de l'ancien premier président ne revienne pas, on peut comprendre que ce soit une décision politique, mais pourquoi n'avoir pas au moins écouté une veuve? La veuve, comme on dit chez nous, la mort et l'amnistie par nature. L'amnistie, c'est la fin de la guerre. Bon, s'il y avait même une guerre entre M. Biya et M. Aïdjo, elle devrait prendre fin après sa mort. Pourquoi empêcher à cette famille de pouvoir faire son deuil? Ce que je dirais, c'est quand on regarde la façon avec laquelle nos gouvernements règnent, et il faut dire qu'on n'a pas assez de recul, d'appréciation pour savoir exactement ce qui anime leur manière de réagir face aux situations pareilles. Sachant que dans nos pays, on ne nous apprend pas l'histoire de notre pays. On ne sait pas ce que font nos grands hommes et ce qu'ils ont apporté clairement pour que chacun ait une idée pour apprécier vraiment ce qui motive leur ressentiment. Mais ce qui est sûr, c'est que nos histoires se racontent encore simplement. Il n'y a pas d'écrit de manière claire où on irait voir exactement tous les apports que ces grands hommes ont fait pour le Cameroun. D'autant plus que nous, on apprend l'histoire des pays occidentaux, des pays d'ailleurs, mais notre histoire, on ne la connaît pas. On est encore à l'époque ancienne où on faisait des traductions orales, où de bouche à oreille, qu'on sait, ou alors si tu as vécu l'histoire, que tu comprends qui est les personnes qui ont traversé des époques dans notre pays. Et donc, pour ce que j'ai vu, parce que justement, j'ai passé une petite période de l'époque Aïdjo, je me dis que cette femme, au regard de ce qu'on a aujourd'hui, a apporté quand même beaucoup dans la sérénité de son mari à la fin de son règne. D'autant plus qu'on sait toutes les réalisations, on sait tous les avancées de la démocratie qui est arrivée à notre pays vers la fin du gouvernement d'Aïdjo. Voilà. Et donc, on sait aussi qu'il voulait transmettre aux générations futures une forme de démocratie un petit peu plus avancée. Et pour cela, il était accompagné de sa femme qui a tenu on peut dire, tenu sa main quand on a su qu'il avait une maladie qui ne lui permettait plus de gouverner. Et c'est sa femme qui a mis le doigt sur le problème dont souffrait son mari. Donc, pour dire que ce que je sais de cette femme, je ne trouve pas la raison pour laquelle elle ne devrait pas être enterrée dans notre pays, ni son mari. Et que notre histoire est encore à revivre et à tout refaire pour que les générations futures ont quelque chose à se mettre sous la dent
pour avancer avec les bonnes réalisations. Parce que justement, on est vraiment toujours dans le flou, on peut dire. Voilà deux grands hommes qui sont partis récemment. Le fond de Moukete, monsieur, il n'a pas laissé un livre, il n'a pas laissé... Oh, son histoire se raconte. Ce qu'il a fait se raconte comme si on était encore dans la traduction ancienne. Monsieur, comment dire, le Monseigneur Ndormo, Monseigneur... Christian Toumi, cardinal Christian Toumi. Lui aussi, on ne connaît pas vraiment les réalisations qu'il a fait. Comme on parlait tout à l'heure de Panthéon, mais mettre des grands hommes dans un panthéon, c'est savoir ce qu'ils ont fait pour notre pays, pour l'avancée pour les grandes réalisations qu'ils ont fait dans l'avancée de la démocratie, de quelque chose qui rapporte au grand nombre. Pas leur nombrilisme où ils sont partis en gardant tout. Finalement, on ne sait pas ce qu'ils ont apporté à notre pays. C'est ça, justement. Voilà comment mais pour dire, Madame Germaine Aïdjo, c'était une grande dame. Parce qu'à comparer avec ce qu'on a aujourd'hui au pouvoir au Cameroun, mais Madame Germaine Aïdjo était une dame très respectable, respectueuse et pas d'écart. Elle n'a jamais fait d'écart que j'ai vu de son vivant et après, pendant qu'elle était encore au Cameroun et avec son mari. Donc, franchement, le Cameroun marche sur la tête, je dirais. Il marche sur la tête. On ne sait rien. On avance dans le flou et puis on attend de nous qu'on apprécie ce qu'ils font. Ils ne font rien, finalement. Ni pour préserver notre histoire, ni pour faire avancer la démocratie. Rien du tout. Il n'y a rien. On ne nous apprend pas ça à l'école. Hein? C'est nous qui sommes sortis hors du Cameroun aujourd'hui qui essayons de donner un autre visage à qu'est-ce qui est possible de faire dans notre pays aujourd'hui. Et ce qui est beau à faire et ce qui était possible de faire depuis longtemps. Donc, voilà ce que je voulais apporter un petit peu par rapport à ce que je connais de Madame Germaine Aïdjo. C'est extrêmement pertinent. Vous me donnez là l'occasion de répondre à M. Mokonzi de Bolingo, qui pose depuis trois commentaires déjà, la question de savoir, Ernest Wandi avait dit quoi par rapport à Aïdjo avant son assassinat, non? Quelles étaient les dernières paroles de Ernest Wandi? Wandi, en mourant, a dit « Dites à ma femme et à ma famille que je ne les ai pas trahis. Je n'ai jamais trahi le combat. » C'était sa dernière parole. Il a dit « Vous pouvez tirer. » Il a donné le feu vert. « Si vous voulez m'éliminer, allez-y, mais je ne trahirai pas mon combat. » Je le rappelle à M. Mokonzi parce que je ne vois pas pourquoi la question est posée dans un contexte où on parle du décès de Madame Germaine Aïdjo. Et là, c'est bonne raison. Donc, c'était pour clarifier les choses. Et M. Penka Michel pose par contre une question sur laquelle on pourra revenir dans d'autres émissions. Est-ce qu'on peut célébrer les martyrs et M. Aïdjo? Ça, c'est un autre débat. Pour le moment, on veut vraiment parler du décès de Maman Germaine Aïdjo, de la grande leçon que nous devons tirer. Et vous, les Bobitanap, l'inspiration, quelle est l'inspiration qu'elle vous apporte, cette grande dame, cette conquérante? Oui, on va dire que c'était l'épouse de M. Aïdjo, on va lui coller toutes les étiquettes, mais c'était d'abord une femme avec des valeurs, avec des principes, et qui avait des idéaux, et qui s'est battue pour le Cameroun, et qui était bien placée pour témoigner de l'engagement et de la construction de ce Cameroun qu'on a tant de mal à retrouver aujourd'hui. Quel est votre sentiment aujourd'hui, Sandy? Que vous inspire? Je vais reposer la question à toutes les trois. Sandy, ensuite Maman Brigitte et après Agnès. Quelle est l'inspiration que vous inspire Maman Germaine Aïdjo lorsque vous revoyez son parcours, lorsque vous écoutez ses paroles, lorsque vous arrivez à avoir les informations liées à sa propre vie, à ses combats, ses convictions? Déjà, il y a quelque chose qui me vient comme ça à l'esprit. Hein. Les deux premières dames du Cameroun, que ce soit Maman Germaine Aïdjo ou alors Maman Jeanne Biya, étaient du même corps de métier que moi, des infirmières sages femmes. Des femmes, dans ce métier, il faut avoir un cœur humaniste, un cœur du souci, du bien-être de son prochain. Donc, voilà, donc, parlant de Maman Germaine Aïdjo, justement, par rapport à ça, je me sentais tellement humble et honorée qu'une femme qui a certainement
eu le même parcours académique que moi, s'est retrouvée à la tête de l'État et pendant ces années à la tête de l'État avec son époux, elle a fait preuve de beaucoup d'humilité, beaucoup d'humanisme, beaucoup de dignité surtout, au vu de ce qui se passe actuellement dans la première famille camerounaise. Donc, c'était une source d'inspiration pour nous, les combattants d'aujourd'hui. Lorsqu'on a une femme qui, pendant 30 ans, ça il faut le dire, hein, pendant 30 ans, après le décès de son époux, est restée fidèle aux idéaux de son époux et certainement ses idéaux à elle-même, est restée fidèle à son combat, à son rêve qui était de rapatrier la dépouille de son défunt mari. Et ça, il faut le dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr, c'est le peuple qui décidera au vu des faits et c'est pour cela que nous disons, nous allons faire appel à tous les spécialistes camerounais, que ce soit les historiens, les sociologues, les politologues, les politiciens, les académiques, les activistes. Tous, nous allons nous mettre ensemble pour restituer l'histoire de notre pays et décider donc de qui figurera parmi les figures illustres de l'histoire de notre pays. C'est un travail de fond qu'il nous faut faire. Et donc, il faut qu'on commence, qu'on jette les bases de ce travail-là. Certainement, il y en a déjà qui sont très avancés dans cela, mais nous allons les rejoindre et nous allons former ce front. Et donc, lorsque des gens ne reconnaissent Madame Germaine Ahidjo comme étant uniquement l'épouse d'Amadou Ahidjo, je dirais c'est un tout petit peu faire entorse à la personne que cette femme a été. Ça a été une femme militante, ça a été une femme intellectuelle, une femme professionnelle. C'était une femme à la vie pleine, en tout cas, dans plusieurs aspects de la société. Et aussi une mère de famille, une grand-mère qui est restée digne, qui a élevé sa famille. Imaginez un peu chez nous en Afrique, une femme qui élève, elle a fait 3 enfants. Je crois, avec son époux, elle avait un qu'elle a eu avant son mariage. Donc, une femme qui, toute seule, après la mort de son époux, continue d'encadrer ses enfants, leur assure un avenir certainement meilleur et qui réussit à le faire. À elle, on doit vraiment tirer un coup de chapeau. Et je dis, ça devrait être un exemple pour nous autres, les femmes africaines, camerounaises d'aujourd'hui, pour dire, nos prédécessrices n'ont pas attendu pour être des femmes indépendantes, des femmes leaders, des femmes modèles. Alors, ce n'est pas nous qui allons faillir ou alors déroger à la lettre. Nous devons porter haut ce flambeau, le flambeau de la dignité de la femme camerounaise, le flambeau de la femme camerounaise militante, le flambeau de la femme camerounaise qui s'inscrit résolument dans le changement de la société et de la politique dans son pays, qui joue pleinement son rôle dans l'aspect sociopolitique de son pays. Et donc, c'est cet héritage-là, finalement, que nous avons de Maman Germaine Ahidjo et que nous allons chérir très tendrement et nous allons travailler pour pouvoir garder cela en vie, pour pouvoir perpétrer cela et le passer à d'autres générations, pour ne pas me répéter. Donc, Maman Germaine Ahidjo, au-delà de tout cela, elle avait, maintenant qu'on en parle, elle a certainement fait le lycée des jeunes filles de Neubel, qui était le lycée de référence de tous les enfants de la classe dirigeante camerounaise à l'époque coloniale. C'est dans ce même lycée que ma grand-mère est allée, camarade de classe de maman Jeanne-Irène Bia, certainement aussi de Maman Germaine Ahidjo. Elle est sortie institutrice, alors que son père était l'un des premiers députés, mon arrière-grand-père, de la nation camerounaise, qui s'appelait Mbongo. Et rappelons qu'à l'époque coloniale, les députés de l'Assemblée camerounaise siégeaient en France. Donc, oui, tout à fait. Voilà, donc ma grand-mère, issue de cette classe politique dirigeante, a eu le bénéfice d'aller dans cette école des enfants de l'élite, hein, ça il faut le dire. Et donc a ainsi côtoyé toutes ces femmes-là. C'était une autre époque que j'ai entendue dans les anecdotes familiales, mais ça me rapproche un tout petit peu de cette famille, de leur vécu, et de me dire que ces gens avaient certainement travaillé
pour que le Cameroun soit meilleur. Malheureusement, ils ont passé le témoin à la mauvaise personne qui a plutôt travaillé pour enfoncer le Cameroun dans le trou où il est actuellement. Dommage que ça soit fait ainsi, mais c'est donc notre devoir, notre rôle aujourd'hui de restituer la gloire ancienne du Cameroun. Donc, nous allons travailler autant que faire se peut pour remettre le Cameroun au top des pays africains, là où il se trouvait à l'époque de M. Ahidjo. On aura fait tous les reproches qu'on voudra à M. Ahidjo, notamment sur la mort sur l'assassinat des nationalistes. Mais il ne faut pas aussi oublier le contexte historique de son règne. M. Amadou Ahidjo prend le pouvoir directement du colon français et il n'a pas les outils qui lui permettent. Et rappelons aussi, entre autres, que M. Amadou Ahidjo était un autodidacte. Contrairement à M. Biya qui a eu le bénéfice d'aller étudier en Europe, M. Amadou Ahidjo, c'était quelqu'un qui s'est, un self-made man, quelqu'un qui s'est bâti. Et donc, il n'avait pas vraiment les outils pour s'affranchir totalement de l'oppresseur colonial. Et bien que nous, les combattants d'aujourd'hui, fustigions la mort l'assassinat, en fait, hein, c'est pas la mort, mais c'est l'assassinat. D'ailleurs, on en parlait encore, on va revenir là-dessus, le massacre de 600 000 populations en région Bamileke sous le colon. Donc, c'était une période noire de notre histoire. Et remarquez que M. Ahidjo, à cette époque, n'était pas le seul dictateur brutal, meurtrier en Afrique. On avait les Idi Amin Dada, qui avaient des histoires aussi horribles les unes que les autres, où on disait qu'ils mangeaient de la chair humaine, ainsi de suite. On avait les anges Félix Patassé. On avait les anges Félix Patassé, on avait tous ces dictateurs-là. En Algérie, c'était ça la mouvance de l'époque. C'est-à-dire l'Afrique cherchait son identité et elle était encore sous l'emprise vraiment très violente du colon. Donc, ceci étant dit, nous mettons ça en contexte, mais aussi on balance de l'autre côté. On s'est dit, à côté de cela, on avait un monsieur qui avait pensé le Cameroun en grand, qui voyait le Cameroun en grand, qui voulait bâtir le Cameroun, qui s'assurait que les choses allaient bien, qui allait dans les chantiers, qui allait sur le terrain pour voir comment le travail était fait, qui mettait en prison les gens qui détournaient même 500 francs CFA à l'époque. Et aujourd'hui, on voit des gens qui détournent des centaines de milliards, des dizaines de milliards, et ainsi de suite. On s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'on en arrive là? Donc, nous allons travailler pour remettre tout cela en contexte. Et évidemment, comme ça se passe partout ailleurs, hein, parce que même ici, dans les pays où nous vivons, la statue de Cecil Rhodes, le colon anglais qui était parti coloniser brutalement tous les pays anglophones en Afrique, a été détruite parce que le peuple a dit non, nous ne voulons pas de cette partie de notre histoire. Parce qu'en fait, on avait caché au peuple britannique que la Grande-Bretagne avait tué en Afrique pour s'approprier des territoires. On avait caché cela et lorsque les Britanniques ont découvert, c'est l'année dernière, hein, c'est l'année dernière à Liverpool, ils sont allés renverser cette statue. Ils ont dit, on ne veut pas de ça dans notre histoire. Et on a enlevé son nom dans notre histoire. C'est le peuple qui décidera de qui figurera au panthéon de son histoire. Exactement. Et il aura tous les faits. Tout à fait. Alors, merci beaucoup Sandy. Je vais poser la même question à Madame Brigitte Bomba. Quels sont les grands enseignements que vous avez de la vie de Maman Germaine? Quels sont les mots-clés, s'il fallait décrire la personnalité de cette maman, de cette première dame, de cette personne, parce qu'avant d'être première dame, c'était d'abord une Camerounaise, son dévouement. Qu'est-ce que les jeunes générations doivent apprendre d'elle? Qu'est-ce qu'on doit garder d'elle? Et quels sont les grands enseignements qu'on peut en tirer de son parcours et de ses combats? Merci Félix pour l'opportunité. Je vais dire, Maman Germaine, c'était une grande femme, comme j'ai dit tantôt, une femme de pointe, et c'était beaucoup plus aussi une femme téméraire. Parce que trouver une femme de son acabit, elle était auprès de son mari. Il y a beaucoup de choses que cette maman a réalisées. Si nous regardons même l'histoire les histoires passées de Monseigneur Labelle Dormeau, quand il y a eu ce fameux coup d'État qui a mené à ce fameux, même pas un coup d'État, à l'époque du maquis,
qui a amené à la mort de M. ONGNS, où Albin Dormo a été arrêté, il était gardé, presque condamné. Mais jamais, quand on dit Aïe de lui donner du vin, quand il fallait, il demandait. C'est Germaine qui insiste, maman Germaine qui insiste auprès de son mari pour qu'on aille donner du vin régulièrement au Monseigneur, à Monseigneur Albin Dormo. Alors c'est lui-même, à l'époque, dans les années 90, lors d'une interview, qui dit cela, en félicitant la personne de cette grande dame. Donc, pour dire que cette femme, c'était une femme pas comme les autres. Et elle avait du temps de rester auprès de son mari. Et beaucoup, Félix, je ne vais pas terminer sans répondre à certaines questions que je vois là. Je vais les répondre concernant Aïdo, si vous me permettez. Alors, je dis ceci. Cette femme, elle est restée fidèle et elle a beaucoup œuvré auprès des autres au Cameroun, auprès des personnes qui en avaient besoin et qu'ils avaient vraiment dans le besoin. C'était une femme, pas comme les autres. Une femme au grand cœur. Regardons un seul instant. Même à la mort de son mari, nous tous, nous savons, Aïdo ne meurt pas parce qu'il était malade. Aïdo ne meurt pas parce que ceci. Aïdo meurt par rapport à une crise cardiaque. Va donner à ta mère. I'm busy. Please. Aïdo meurt parce que il a suivi le problème que le Cameroun entre et en accord avec la FMI. Ça entre au Cameroun. Donc voilà la raison pour laquelle Aïdo meurt. Et elle avait demandé à son chauffeur, tellement elle était auprès de son mari, et elle se souciait pour dire qu'elle n'aimerait pas que son mari lise, touche les journaux, parce qu'il devait être informé. Elle le coupait de toute information qui concernait le Cameroun. Et un beau jour, comme ça, par inadvertance, le président Aïdo est tombé sur ce truc qu'il a lu et il a fait sa crise cardiaque. Cette femme était auprès de lui. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait au Cameroun? Toutes les femmes qui ont travaillé, qui ont vécu avec cette maman, moi, je ne la rencontre pas parce que je pouvais la rencontrer. Moi, j'ai eu la grâce au Sénégal de rencontrer une certaine dame. Vous connaissez cette famille, la famille Ekoko, je le dis toujours. Il y a eu une Ekoko qui a travaillé à la CRTV, Brigitte Ekoko. Sa sœur tenait un restaurant au Sénégal à l'époque. C'est avec elle au marché que nous rencontrons parce que leur maman a fait des études au collège, ils appelaient à l'époque, ce n'était pas le lycée de Neubel, c'était le collège de Neubel, avec maman Aïdo. Voilà ma première rencontre avec cette dame. Alors qu'il dit que c'était une femme au grand cœur. Elle a marqué son histoire, même avec ses camarades de classe, même les femmes avec qui elle a fréquenté. Elle a fait les études, elle ne pouvait pas rester sans venir en aide à une seule de ces personnes, même à ceux qu'elle ne connaissait pas. Et quand j'ai rencontré cette maman, j'ai discuté avec elle, j'ai compris que c'était une femme au grand cœur. Elle n'a jamais, comme tu peux se mettre, la manière que je m'attendais qu'elle essaie de parler du couple présidentiel ou du président Biya, ce n'est pas de cette manière, elle n'a pas utilisé ça. Hein? Non. Tu sens que c'était une femme vraiment, je ne sais pas comment appeler ça, elle avait un charisme. Elle avait un charisme. Parce que moi, à sa place, même quand elle causait avec nous, j'étais en train de tirer sur Biya, mais elle a évité cela. Tout ce qu'elle voulait, c'était le souci de rentrer avec le corps de son mari, rentrer voir sa famille. Même le dernier, les maisons qui ont été pillées. Et je vais dire ceci, c'est une femme qui m'a marqué et que j'ai dit, dans la vie, vraiment, comme je le dis, ne regardons pas toujours que tel a fait quoi, tel a fait ceci. Non. Il y a des moments que nous allons privilégier le bien partout où nous pouvons être. On ne peut pas, vous allez rencontrer aujourd'hui. Nous avons eu des exemples avec l'histoire de Messi qui était à la banque et qui fuit. Tout ça, il y a longtemps, hein, je ne sais pas si je fais des erreurs, mais par rapport, il se retrouve, je crois, au Canada, parce qu'il y a eu détournement d'argent. Il y a eu Mme Jeanne-Irène Bia qui a été citée, paix à son âme. Il y a eu ceci, mais vous n'entendez jamais parler de Mme Aïdjo quelque part, dans un sale coup, même d'argent. Même d'argent. Ça, c'est déjà un exemple, pas comme les autres. Vous allez entendre aujourd'hui, mon frère Siam Sewe est en prison, il a eu ses 30 ans, parce qu'il a déclaré qu'il a sorti de l'argent pour donner à la première dame. Il ne devait pas dire ça en plein tribunal. Mais vous n'allez jamais comprendre cela de Mme Aïdjo. Parce qu'elle vivait comme une femme nordiste et une femme musulmane en retrait.
Elle ne s'imprégnait pas. Au contraire, quand il y avait des trucs, elle partait auprès de son mari pour les doléances en ce qui concernait certaines choses. Elle était toujours, quand il y avait des problèmes qui se passaient, elle revenait toujours vers son mari pour dire que, oh, comment on pourrait dire à l'époque, je ne sais pas si c'était chéri, je ne sais pas si c'était Honey, voilà, il y a telle chose qui se passe comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas? Donc, c'est une qui était toujours au recours pour mieux, pour voir des personnes et trouver des solutions adéquates où il le fallait. Et je vais dire aux gens, Félix, tu vas m'excuser parce que je sors un peu de cadre, qui disent que Aïdio, la mort de M. Wanji a fait comment? Je vais vous dire, j'ai un jeune Afrique que j'ai gardé jalousement. Ce jeune Afrique est sorti le 15 avril. C'était, je pense que c'était lors du décès de Sankara, si j'ai bonne mémoire, en 87, qui parlait vraiment de la mort d'Aïdio, qui parlait de la vie d'Aïdio, où il disait, je vous ai dit dans un de mes directs, qu'il a gardé un serpent dans son sein pendant longtemps, ou c'est 25 ans, il disait, 15 ans, pardon. Donc, il parlait du président Biya. Mais je vais vous dire qu'il a dit ceci dans ce jeune Afrique. Quand il prenait le pouvoir par les Français, il dit mon échec paraissait sur les astres. Et très peu de personnes pariaient sur ma réussite. Ça veut tout dire. Quand la France, avant qu'Aïd ne soit désigné président, il n'était pas le seul. Il y avait son propre Priso, qui était à l'époque, comme on peut dire, parmi les gens que la France guettait. Il y avait Sopo Priso, il y avait Eteki Boma. Voilà les trois personnes que la France regardait au temps de De Gaulle. Il y avait Eteki Boma, il y avait Sopo Priso et il y avait le nordiste. Et ils ont réfléchi que le nordiste qui sortait de la bouche du Nord était celui qui était malléable. C'est pour ça que la France va et choisit Aïdjo. Et quand on le choisit, et lui, c'était un homme intelligent. Il n'a pas fait de grandes études, mais c'était un monsieur. Il a compris. Et c'est pour vous dire que c'est pour ça qu'il disait que même ces Français ne pouvaient pas parier sur sa réussite. Et son échec paraissait sur les astres. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'on devait le placer là. La décision de Wanji NS, quand la France te met, et nous connaissons l'histoire du colon, tu n'as pas, comment on te dit, on va à la chèvre, on reste avec la corde. Tu n'avais pas le plein pouvoir à l'époque. Aïdjo ne pouvait rien. La décision de la mort de Wanji NS, ce n'est pas Aïdjo. Il est sous les ordres de la France. Si tu acceptes de travailler avec la France, tu acceptes le crime. Comme a dit Jean-Paul Sartre, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Mais ça ne revenait pas de la compétence d'Aïdjo seul. Il y avait la France qui était derrière. Il y avait la France qui jouait son jeu. On t'a mis là, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu vas faire. Est-ce que ça veut dire qui s'est déplacé pour aller empoisonner Momier? Non. C'était les Français. Wanji NS. Parce que Aïdjo s'est entendu avec Monseigneur Albert Mounomou que s'il ramenait Wanji, il devait s'asseoir sur la table et ne pas. Moi, j'ai perdu des oncles dans le maquis. J'ai perdu des oncles qui ont été fusillés en Konsamba. Je vous ai toujours dit que je suis petite fille de Konsamba. Donc, ce n'était pas la faute d'Aïdjo pour ceux qui se mettent là aujourd'hui pour dire que c'est monté, c'est descendu. Et je vais vous dire que c'est arrivé pour ceux qui connaissent l'histoire jusqu'au niveau où certains nordistes de Garoua n'ont jamais été pour le côté d'Aïdjo à cause de la mort de Fumsa Tinay, qui était fils du Lamido à l'époque. Il a été assassiné ou on dit par Aïdjo. La France avait la même mise sur le Cameroun. Et c'est la France qui donnait les décisions où Aïdjo. Et pour vous clôturer, vous qui demandez aujourd'hui que Aïdjo est parti au pouvoir parce qu'il voulait partir. Non! La France a utilisé le médecin d'Aïdjo qui a dit, écoute, voilà, nous allons vous laisser. Si tu continues, tu vas mourir. Et je vais vous dire que même comme on dit, ils ont utilisé, même cette histoire de Biya, tout ça c'est la France. Donc, Aïdjo était là, il était un pion de la France qui pouvait pousser le jeu où il pouvait. Et c'est pour répondre à cette personne. Ça, vraiment, c'est une petite parenthèse. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire que, comme j'ai dit tantôt, Aïdjo n'était pas un seul. Si on le dit, c'est qu'on se le trompe. Aïdjo n'était pas un seul. Mais s'il faut faire la comparaison, les gens qui ont été tués pendant le maquis et ce que Biya a fait, rien que le 14 avril, le coup du 6 avril, nous ne pouvons pas nous hasarder à regarder tout un régiment de militaires, des soldats qui ont été tués en Balmayo qu'on a mis dans les fosses communes. Partout par là, on les trouvait. Et sans compter ceux qui continuent à mourir aujourd'hui dans le Nozo. Parce que là, aujourd'hui,
Bien a pris la même mise, la France a pris la même mise sur Biya. Ce que Biya fait maintenant, il fait délibérément. Or, Aïdjo, à l'époque, tous ces maquisards, puisque la France voulait sursoir son pouvoir, il a utilisé des gens pour sursoir leur pouvoir. C'est pour ça que le père Oumnobé meurt, c'est pour ça que tel meurt. Mais la différence aujourd'hui, c'est que Biya a le pouvoir de dire non. Biya a le pouvoir de stopper la mort, nos gars qui meurent dans le Nogo. Aïdjo n'avait pas ce pouvoir hier. C'est la France qui décide. C'est la France qui décide. Vous posez la question là. Donc, merci, maman Brigitte. On va leur demander d'aller faire ce débat ailleurs parce qu'ils veulent nous amener sur un terrain sur lequel notre frère historien Abdelaziz Mondé Dimba avait fait déjà une sortie pour clarifier certaines choses. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire le procès de Mme Germaine Aïdjo à travers son mari. Je vois un certain ingénieur qui proférait des insultes. Je vais demander au responsable de la page de bloquer parce que venant d'un homme, j'espère bien que c'en est un, de tels propos sur une page. Il est bloqué, il est déjà bloqué. De tels propos sont à la limite inacceptables et si un étranger voyait ce genre de propos venant d'un Camerounais, il est au Cameroun. Il se demanderait, il est vraiment ingénieur. Et on se demanderait si c'est vraiment un Camerounais ou alors c'est un instrument ou encore c'est quelqu'un qui joue une certaine partition. Voilà, j'aimerais qu'on ne parle pas de cette personne parce que justement le but de son intervention c'est de faire parler d'elle. C'est quelqu'un qu'on connaît et c'est quelqu'un qui ne vit que par un imbécile. Voilà, donc on n'en parle pas. Maintenant, on le voit un peu trop dans nos pages. Il est en perdition. Nous allons revenir, je pense, Agnès Lindy voulait réagir là-dessus également. Elle a certainement peut-être pas vécu, nous n'avons peut-être pas tous vécu l'époque de Mme Germaine Aïdjo, mais les faits sont là, l'histoire est là. Quelle est la mémoire, qu'est-ce que vous gardez en mémoire de Maman Germaine Aïdjo et quelles sont les grandes leçons que les jeunes générations aujourd'hui peuvent tirer de son combat, de sa part de combat, de son histoire? Je dirais qu'au regard de tout ce qu'on voit sur elle, sur la toile, dans les vidéos, et ce qu'elle nous et la petite part que j'ai vécue de leur pouvoir quand j'étais là, enfin quand ils étaient encore au pouvoir, je me dis que c'est une femme qui était, comme Sandy l'a dit et comme maman Brigitte l'a dit tout à l'heure, c'était une femme qui était discrète, mais qui semblait être une personne travailleuse et attentionnée. Parce que justement, quand on regarde les vidéos qu'on a aujourd'hui sur elle et ce qu'elle dit de ce qu'elle a fait pendant les derniers moments de leur parcours au pouvoir, le fait que quand elle a senti que son mari était incapable de mener à bien le pouvoir, elle l'a aidé à arrêter. Elle a aidé à dire non, voilà, tu commences à perdre la mémoire, ce n'est plus quelque chose que tu pourras porter sur toi pendant un bon bout de temps. Donc, lâche l'affaire et passe le témoin. Bon, comme maman Brigitte disait tout à l'heure, il semblerait que, bon, il y a une main mise de la France et ses médecins pour le rendre dans cet état-là parce qu'on sentait que vers la fin de son pouvoir, vers la fin de ses mandats, est-ce qu'il y avait, voilà, il n'y avait pas des mandats tellement clairs et nets au Cameroun. Donc, vers la fin de son gouvernement, il avait fait des belles choses pour le Cameroun. Et donc, quand on sentait qu'il était quelqu'un qui pouvait déjà se détacher de la mainmise des Occidentaux, on a voulu qu'il s'en aille. Et c'est comme ça qu'il a passé le témoin. Et que sa femme était à ses côtés et l'a aidé aussi à ne pas vouloir s'éterniser au pouvoir. Voilà ce que je retiens de cette femme qui a porté le combat de son mari jusqu'au bout, même en voulant justement qu'on ramène sa dépouille au Cameroun parce que justement, c'était un premier président au Cameroun. C'est vrai que dans la première partie de son pouvoir, il avait les mains liées, mais dans la deuxième partie de son pouvoir, vers la fin, on sentait qu'il n'avait plus
Enfin, il n'avait plus cette lucidité et que sa femme l'a aidé à lâcher les choses. Avant que, voilà, avant son décès, quoi, en fait. Voilà. Merci infiniment, Agnès. Nous allons passer à la deuxième partie de cette émission, sans manquer de marquer quelques secondes. Nous allons demander à nos auditeurs de penser à elle dans vos prières, dans vos différents moments de piété, de prière. Pensez à cette maman qui avait 89 ans. Comme ça a été mentionné tout à l'heure par maman Brigitte, en 2019, elle perd son fils Sophie, justement, le seul garçon qu'elle avait, et ça déclenche en elle une sorte d'anxiété qui a fragilisé son système immunitaire, et voilà, elle s'en est allée à la suite je sais, on peut parler on peut parler d'anxiété, de pensée, de douleur, ce genre de douleur qui vient vous ténailler dans votre être et vous changer complètement après avoir perdu quelqu'un qui vous est cher. C'était son seul garçon et c'était le combat également de sa vie. C'était un des combats de sa vie. Nous espérons que le pardon, l'humanité feront place à la rancœur et au conflit. Nous espérons que l'équipe dirigeante mettra en avant l'union entre les peuples du Cameroun plutôt que les guéguerres du passé. Nous espérons que les dirigeants actuels penseront quand même à la dignité du peuple camerounais parce qu'il en va également de notre dignité. Quel est donc le Camerounais aujourd'hui qui va parler, qui va hausser le ton devant le Sénégalais, ce qui le patrimoine, l'un des patrimoines de notre pays, y réside depuis plus de 32 ans aujourd'hui. Depuis novembre 1989, le président Amadou Ahidjo est sur le sol sénégalais. Et aujourd'hui, depuis quelques jours seulement, Maman Germaine l'a rejoint dans l'au-delà. Et nous espérons que ce couple présidentiel trouvera la paix et que le Cameroun trouvera la paix parce que c'est également une honte qui retombe sur les nouvelles générations et les générations futures. Et ça doit désormais faire partie du combat de ces générations afin de rétablir la vérité, afin de rétablir l'honneur d'un peuple perturbé, afin que notre véritable histoire soit connue. Nous allons passer maintenant à une actualité qui a défrayé la chronique durant la semaine, depuis le début de semaine. Un reportage que nous n'allons pas reproduire ici, un reportage qui mettait en côte à côte M. Jipo Remingono, journaliste bien connu de la place, côte à côte avec un singe. Ensuite, on parlait de l'Homo erectus, on parlait de l'homme de la préhistoire. On parlait les propos étaient très dénigrants, insultants, rabaissants et à la limite même avilissants. Vous étiez nombreux à manifester votre soutien à M. Jipo Remingono et nous allons refaire un tour de plateau pour que vous puissiez décrire comment est-ce que vous avez ressenti ce reportage d'une chaîne que je ne préfère ne pas prononcer le nom ici. Une chaîne qui a fait un reportage des plus pitoyables et des plus incroyables. Quel a été votre ressenti lorsque vous avez vu ce documentaire, entre guillemets? Parce que faut-il encore que ce en soit un documentaire? Est-ce que c'était vraiment un documentaire? Est-ce que c'était vraiment un reportage? À qui profite ce crime? Pourquoi et comment en est-on arrivé là, à ce niveau de bassesse dans notre pays? Voilà que quelques questions comme ça que je m'en vais vous poser les unes après les autres. Je vais refaire le tour de plateau. Je pense qu'on s'était arrêté sur Sandy. Alors, évidemment, nous abordons dans un sujet qui a défrayé la chronique toute cette semaine, où on a vu tous les combattants, et même au-delà des combattants, tous les êtres humains dotés d'un certain sens de dignité,
et d'indignation s'est levé et décrié ces attaques ignobles, ces attaques viles contre un être humain, finalement, hein, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quel que soit ce qu'on reproche à quelqu'un, quels que soient les conflits entre les êtres humains, il y a quand même des règles qu'il faut respecter. Et surtout en matière de journalisme. Félix, tu es un journaliste, tu sais ce que c'est que l'éthique de ton métier, mais surtout la déontologie. Alors, ce pseudo-reportage, qui en fait n'était que 30 minutes de lynchage gratuit, vil, mensonger même, contre un seul individu, quelque chose qui s'apparente à de l'acharnement, nous est parvenu et tout le monde s'est levé, certainement moi parmi les premiers, et ainsi que tous les autres combattants, pour dire c'est impossible que des gens se servent d'un outil médiatique pour en faire un outil de règlement de compte. Règlement de compte de bas étage, de quartier, en dessous de la ceinture, qui viole toutes les règles du journalisme qui est un art. Et donc, nous nous sommes indignés et nous nous sommes ralliés derrière J. Rémy Ngono pour dire non. Non au lynchage des Camerounais. Et l'action ne fait que commencer parce que nous comptons bien continuer cette action jusqu'à ce que cette chaîne de télévision soit enlevée dans tous les bouquets prestigieux. Nous savons que le Conseil de la communication au Cameroun ne pourra pas la faire fermer, contrairement à ce qui avait été dit pendant le début de la crise anglophone, lorsque des autres chaînes de télévision osaient dire aux Camerounais ce qui se passait au Nozo, on les menaçait de fermer. Mais nous avons une chaîne de télévision qui expose la nudité des opposants politiques, qui monte des reportages mensongers, orduriers contre des opposants politiques. Nous avons une chaîne de télévision qui appelle à la dératisation d'une région du Cameroun. Nous avons une chaîne de télévision où un journaliste s'assoit en plein jour et démontre aux hommes comment copieusement battre leurs femmes sans laisser de traces, incitation à la violence conjugale, en Mondovision. Nous avons une chaîne de télévision où un présentateur dit à tout le monde que le sida se transmet par la peau. Et cette chaîne de télévision continue d'émettre dans les antennes ou alors les ondes de Canal Sat. C'est inconcevable. Ici en Europe, à la moindre mesure, elle serait fermée. Au pire, ils seraient tous au tribunal ou en prison pour toutes ces violations-là. Alors, il est hors de question que nous abandonnions cette action en si beau chemin. Nous allons continuer à mener cette action parce que voilà une télévision qui est un outil en fait d'abrutissement du peuple camerounais, qui est un outil d'asservissement du peuple camerounais, qui est un outil de propagande de la dictature reptilienne écrasante sur le peuple camerounais, un outil de distraction parce qu'au lieu de se consacrer sur les problèmes ô combien nombreux qui minent la société et même la politique camerounaise, voilà une chaîne de télévision qui choisit de faire un reportage en prime time sur un individu parlant de sa vie sexuelle, parlant de sa vie privée, parlant de sa famille, allant même dans un soi-disant village qu'ils lui ont attribué, interrogeant des gens qui prétendent ou alors qu'ils ont voulu faire croire qu'ils sont de sa famille, à se demander s'il n'y a rien d'autre à parler au Cameroun que de parler d'un individu, de sa famille, de sa prétendue famille, de ses prétendues chaussures, de ses prétendus jeux préférés dans l'enfance, ainsi de suite. C'est une disgrâce, une honte pour notre pays de faire circuler des images pareilles dans toute l'Afrique et dire que c'est au Cameroun que ça se passe. Qu'un reportage en prime time soit consacré à dénigrer, lyncher, saboter gratuitement un individu. J'en profite ici pour rebondir sur un autre aspect de ce reportage, pour dire qu'au lieu de,
en fait, ce reportage a eu l'effet contraire de celui qui était désiré par ceux-là qui ont cru qu'ils étaient assez intelligents et assez malicieux pour le produire. Il a eu l'effet contraire parce que justement, il montre au monde entier à quoi ressemblent les villages du peuple Beti Boulou après 40 ans de règne de M. Biya. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Mais ce sont ces mêmes gens qui vous disent qu'ils ont le pouvoir depuis 40 ans et que le pouvoir leur appartient. Voilà, ce reportage a eu l'effet contraire. Et nous n'allons pas cesser de revenir là-dessus pour dire à ces gens, on vous a leurré pendant si longtemps pour vous dire que vous allez voter à 160% un gouvernement qui ne vous fait rien. Au point où vous vous asseyez dans vos villages et vous attendez que ce soit des individus lambda qui vous construisent des maisons, des écoles, ainsi de suite, alors que c'est le devoir régalien de l'État que vous avez soi-disant voté à 160% des scores soviétiques. Nous allons revenir là-dessus. Ils nous ont donné un instrument politique justement pour sensibiliser ces mêmes gens qui nous ont présentés avec des bouteilles de bière à la main. Et pour moi, c'est un sujet vraiment de passion parce que, bien sûr, ça, c'est ma zone de prédilection. Ce sont mes oncles, le peuple Beti Boulou. Je reviens là-dessus et je reviendrai encore et encore et encore là-dessus pour leur dire, si on vous a trompé en vous faisant lyncher un des vôtres, sachez que demain ou après-demain, vous-même, vous serez aussi abattus de la même façon. Parce qu'au final, les prisons au Cameroun sont remplies de qui? Des gens de votre tribu. Ah oui, de vos élites. Au final, ce sont vos villages qui n'ont ni route, ni eau, ni électricité, ni hôpitaux, ni école. Au final, c'est vous à qui on donne une bouteille de bière pour lyncher votre fils ou votre frère. Pendant que ceux-là, qu'on vous a présentés comme les ennemis du peuple, ceux-là qu'on vous a dit ils ne doivent jamais accéder au pouvoir, ils sont tranquilles chez eux, ils se protègent entre eux, ils sont en paix, ils développent leur région. Et ce gouvernement que vous portez à bras le corps depuis 40 ans ne vous donne rien, mais vous incite à vous entretuer et entre-temps vous jette tous en prison. Parce que toutes les élites de cette région-là, d'Akono, sont mortes au Boufegue, par exemple. Il est mort, mais pire, il a été condamné à titre posthume. Vous imaginez ça? Une élite de ce village qui meurt, mais cet État qui vous a dit que vous aviez le pouvoir réussit quand même l'exploit de faire juger un mort et de le condamner. Mendoza, il est mort comment? Prisonnier. Ils sont tous remplis dans les geôles infestes du créateur. Ben, c'est de ça qu'il est question. Au final, cette chaîne, croyant lyncher M. Rémy Ngono, nous a donné un instrument de lutte. Et nous n'allons pas lâcher. Nous allons utiliser ce reportage justement contre la même chaîne et contre ce peuple pour lui ouvrir les yeux et leur montrer quelle est leur misère. Et croyez-moi, le message passe. D'ici quelques mois, vous allez entendre que les gens se sont levés dans ce même village. Le message va passer et il est en train de passer. Donc, nous leur disons, vos attaques viles ont été nulles et sans effet. Maintenant, nous montons à l'assaut. Nous montons à l'assaut. Toutes les actions seront entreprises contre cette chaîne, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan activiste, que ce soit sur le plan médiatique, que ce soit sur le plan de la sensibilisation. Vous nous avez donné l'arme pour vous défaire et nous n'allons pas lâcher. Merci beaucoup, Sandy. Je pense que maman Brigitte Bomba a un appel urgent. Vous savez qu'elle est dans le corps de métier de la santé aussi et elle vient d'être interpellée urgemment. Mais avant de partir, il était question qu'elle passe quand même un dernier mot aux nombreux auditeurs et auditrices présentes sur cette page Bobitana et sur la page Sandy de Boston officielle pour accompagner le combat des dames, des belles dames, et rendre hommage à maman Germaine Aïdjo. Vous n'avez pas été insensible à ce qui s'est passé en semaine avec la cavale sur J. Rémy Ngono. Quelle a été votre lecture et quel est votre message de fin aux auditeurs avant de nous quitter? Merci, Félix. Merci. Mais comme on le dit souvent en bon français, on ne peut pas jeter, il n'y a que sur un arbre feuilleté
qu'on jette les cailloux. Donc, si Rémi Ngondo n'était personne, il n'allait rien faire. Et ma fille Sandy a tout dit tout à l'heure. C'est ce que je croyais dire. Qu'ils ont exposé cette chaîne que j'appelle toujours, vraiment, je ne sais pas si c'est une chaîne de télévision, et ça confirme que nous n'avons pas de gouvernement au Cameroun. Parce qu'à l'époque, il y avait des censures. Quand moi je grandissais, il y avait la Gazette où on disait que tel journal, la Gazette a été, il y a eu la censure qui est passée, il y a eu la censure ici de gauche à droite, mais je ne sais pas si ces gens-là ne voient pas eux-mêmes en tant que dirigeants ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe au ministère de l'information. Si vraiment il ne peut pas réfléchir que de tels actes discréditent déjà cette fonction, ça discrédite déjà cette fonction qu'on ne peut pas se mettre à sortir des âneries, des inepties concernant quelqu'un, même si ce n'était pas Rémi Ngondo et que ça aurait été n'importe qui. Est-ce que c'est qu'une chaîne de télévision peut se lever en nos jours avec un gouvernement qui se dit, il chante régulièrement, nous respectons les institutions, nous respectons ceci. Est-ce que c'est ce qu'ils doivent faire? Normalement, non. Ils se lèvent sur une personne jusqu'à aller le comparer, faire une comparaison avec un animal. Avec un animal. Ben, ils se sont souillés. Ils ont élevé. Et je vais vous dire, même des gens pour qui Rémi Ngondo ne comptait pas aujourd'hui, savent que Rémi Ngondo, c'est une personne. C'est une personne. Stop, Samira. Oh. Que Rémi Ngondo, c'est une personne. Parce qu'ils ont exagéré. Ils ont exagéré. Et comme il dit, ils ont exposé le peuple Betty. Le peuple est quand qui nous chante ici chaque fois. Parce que pour moi, Abiba, s'il te plaît, pour moi, on dit toujours qu'il n'y a pas la différence entre les gens. Moi, je prône pour cela qu'au Cameroun, le Cameroun est uni. Comme j'ai toujours dit, que j'ai des frères Boulou. La première épouse de mon père était Boulou. Mais je dis, ils ont exposé ce peuple. Nous avons vu comment est le Sud aujourd'hui. Cet endroit, cette partie où se trouve à Komaou. On a vu, et comme je dis, ils se sont levés plusieurs fois sur leur chaîne de télévision pour tirer sur le peuple de l'Ouest. Mais quand les gars de l'Ouest, les gens de l'Ouest, j'entre dans la voiture va garer devant ma porte où on va enterrer. Oh, moi j'ai vu des endroits dans le Sud où il fallait sortir, tirer les cercueils pour pouvoir passer sur un petit pont. Ce qui n'est pas normal. Après 40 ans de gestion, moi, j'aimerais encore qu'on parle de ce gouvernement qui ont passé le temps à développer leur secteur. Ça devait encore être passable. Mais ils n'ont rien fait. Et ce sont eux, ce sont les élites qui sont en prison. Et ce monsieur aujourd'hui, qui a cette chaîne de télévision, pour qui on se lève aujourd'hui pour saboter un noble fils du Cameroun, un digne fils du Cameroun, comme J. Rémi Ngondo. Il a commencé par quoi? Quand j'étais au Cameroun, j'ai suivi l'histoire d'anecdote. Un maître chanteur. J'ai suivi anecdote. Oui, Pathé dit que tel était homo. J'ai des vidéos contre toi. J'ai ceci, j'ai ceci. Voilà comment il a commencé. Parce que si c'était un monsieur qui avait toute la ciboule, ne pouvait pas permettre cela pour une chaîne de télévision. Mais moi, je dis ceci. C'est Sandy a tout dit, de toutes les façons. Vous nous avez montré, ils nous ont montré comment leur région est, et de l'autre côté, ils nous ont montré quel genre de journalistes ils embauchent. Je ne sais pas si ces gars sont passés à l'école, à la grande école du journalisme qui est au Cameroun, s'ils sont passés par là pour aller faire des reportages pareils. Déjà que c'est une chaîne depuis le début qui a commencé à faire des conneries jusqu'à aujourd'hui, et ça ne va que de mal en pis. Nous continuons. Alors, il n'y a rien pour moi. Ça n'existe même pas. Parler de mon cher Félix, c'est leur donner un peu du toupet. Parce que pour moi, il n'existe pas. Ce n'est pas une chaîne de télévision. Et J. Rémi Ngondo, ils l'ont élevé encore plus haut. Ils l'ont élevé. C'est un monsieur digne. Parce que ça les a discrédités. Après avoir suivi le reportage même qui venait du côté de J. Rémi Ngondo, comment une chaîne peut être menteur en mondovision? Ils ont trouvé une maison qui n'était pas déjà leur maison. Ils ont trouvé des frères parce que
aucun frère, aucun oncle, aucune tante ne peut s'asseoir pour une bière, insulter son neveu. Nous sommes le peuple bantou. Ça ne se fait pas. Donc, ce n'était même pas ses oncles et tantes. Comment une chaîne peut se rabaisser jusqu'à ce niveau? Pour ceux qui considèrent ces chaînes de télévision, vraiment, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas une chaîne là-bas. On ne peut pas parler de là. Ils se sont discrédités de plus en plus. Parce que pour moi, ça ne me surprend pas. Ils sont capables de tout. Quelqu'un qui s'est levé pour insulter le responsable de la police au Cameroun, finalement, c'est un monsieur. Je ne veux pas. Je suis devant un endroit que je ne vais pas dire des âneries parce que vraiment, vous allez me pousser à dire des conneries. Je vous remercie. Merci, papa. Merci, Madame Brigitte Bomba. On comprend votre colère. Merci d'avoir été de notre aujourd'hui. On sait que vous avez une urgence. Alors, nous allons vous laisser partir et vous souhaiter une très belle soirée, une très belle intervention également au boulot, parce que je sais que vous êtes très, très occupé en cette période de COVID-19, surtout dans le contexte américain. Courage à vous. Courage également à Sandy de Boston. Courage à Agnès Lendy. Alors, un mot de... Est-ce qu'on avait déjà fait le tour avec Agnès sur la question? Non, moi, pas encore. J. Rémingono, oui, Agnès. Je pense que vous avez fait une publication, vous avez soutenu J. Vous avez apporté tout votre soutien. Et quelle a été l'ampleur de votre indignation face à ce problème, face à ce buzz? Mon indignation était totale. Franchement, dans les premiers moments, je me suis demandé où va le Cameroun? C'est quoi ce genre de reportage? Je dirais que Sandy et Maman Brigitte ont tout dit ce que je m'apprêtais à dire. Mon indignation était totale. Je me suis dit, bon, enfin, où est la vérité dans cette histoire? Dès que le J. lui-même a fait un reportage dans sa famille, je me suis dit, il n'y a même pas besoin de le supporter. Tout est clair à nos yeux maintenant. Ils ont inventé toute l'histoire qu'ils ont présentée aux yeux du monde la dernière fois, sauf la photo d'humiliation où il le compare à un animal, qui était vraiment quelque chose que je ne comprends pas, que le journalisme soit descendu aussi bas. Enfin, je veux dire, ces genres de journalistes, on ne les appellera même pas journalistes, on les appellera des journaleux, comme disait quelqu'un. Ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas, ils inventent, et ça n'a rien à voir avec de retransmettre ce qu'on a vu ou ce qu'on a, les récits de ce qui est vrai. Donc, dans le premier reportage, justement, tout ce que ces mamans-là racontaient, à aucun moment ils n'ont prononcé le nom de J. Rémingono. Ça voulait bien dire que mais ils ont fait un montage avec des gens pêchés à la va-vite et n'importe où. Et ce qu'ils ont plus étalé pour ces gens, pour ma part, c'est plutôt la misère que vit le Cameroun dans ces régions du Cameroun. Et justement, ils comptaient montrer aux yeux du monde la misère d'une personne, mais plutôt ils ont étalé notre pays aux yeux du monde en disant voilà comment vivent nos... Il n'y a pas de route, il n'y a pas de maison construite, les élites ne font rien pour leur peuple, ils sont tout le temps en train d'attendre que tout vienne des familles. Et donc, on attendait J. pour qu'ils viennent remettre des routes, qu'ils apportent des hôpitaux, qu'ils leur apportent tout, finalement. Donc, au fond, ils ont plutôt étalé la misère du Cameroun, l'état de délabrement de notre pays. Enfin, ils n'ont fait aucun mal et ça donne matière à réfléchir et à débattre, comme a dit Sandy tout à l'heure. On doit encore vraiment réfléchir sur qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Est-ce que ce peuple se rend encore toujours compte qu'ils sont en train d'être bernés par leurs élites et à tous les niveaux? Voilà. Donc, et puis, comme on a déjà vu d'autres personnes se lever de ce côté du Cameroun, au sud, et en ne respectant pas leur sous-préfet et leur préfet, enfin, en demandant à leur préfet qui ne viendrait pas à son invitation, c'est pour leur faire comprendre que vous ne nous apportez rien du tout et on vient vous regarder, nous raconter les mêmes histoires tous les jours. Donc, c'est les actions concrètes comme ça qui prouvent que le peuple camerounais est en train de se lever. Et justement, la dénonciation des chaînes qui offrent des bouquets contenant ces chaînes-là, Canal+,
je salue encore l'action des combattants parce que c'est l'action qui compte. Il faut qu'à chaque fois, on marque le coup par des actions. Ils sont allés à Canal Plus, ou c'est Canal International, déposer un mémorandum pour leur demander d'enlever ces chaînes, de ces chaînes-là dans leur bouquet. Et c'est quelque chose qui doit être, voilà comment nous devons mener notre lutte, des actions concrètes. Et j'apprécie toutes les personnes qui vont à chaque fois dans ce sens-là. Parce que nous, le fait de parler et de reparler, ça ne... Voilà, on a l'impression que ça ne marque pas vraiment le coup. Et le fait d'aller et de taper le poing sur la table à l'endroit où il faut, effectivement, ce sont des actions comme ça qu'on a besoin. Donc, merci beaucoup les combattants de bouger dans ce sens et de donner une autre allure à notre lutte. Voilà ce que je voulais dire. Et le soutien à J. Rémy Ngono, pour finir, je dirais que oui, je l'ai soutenu fortement les premiers moments. Après son reportage qui n'était pas du tout sa famille, j'ai compris que ces personnes sont descendues très bas et qu'au final, ils se sont moqués d'eux-mêmes. Voilà ce que je pourrais dire. Merci, Félix. Je vais rajouter à la suite... Je vais rajouter à la suite du propos de Agnès et certainement de maman Brigitte que les actions vont se poursuivre aussi sur le plan juridique parce que CanalSat, c'est une compagnie européenne et alors nous avons les moyens d'intenter une action en justice sur le sol européen pour les faits qui sont commis hors du sol européen. Ça, c'est tout à fait possible. Nous allons réunir tous les éléments pour démontrer que ces gens sont en train de faire la promotion de la haine tribale, de la haine des personnes, du génocide, et nous allons intenter une action en justice ici en Europe contre eux. Et les actions de terrain, bien sûr, aussi, vont se multiplier. Donc, la bataille ne fait que commencer. Nous n'allons pas lâcher le morceau. En plus de sensibiliser nos populations sur ce qui est effectivement fait par ces gens au Cameroun, nous allons les attaquer. Nous sommes conscients du fait que c'est un grand conglomérat avec les milliards volés au Cameroun, mais nous sommes en sol européen où la justice est indépendante et nous allons intenter une action en justice contre ces mécréants. C'est de ça qu'il est question. Exactement. Merci beaucoup, Sandy. Alors, voilà qui est clair, voilà qui a le don d'être clair. Chers amis auditeurs, auditrices, vous avez été nombreux à écouter ce live sur la page Bobby Tanap officielle. Ce n'est pas compliqué, ça coûte $0. Allez sur le site de la page Bobby Tanap et cliquez sur aimer, liker ou vous abonner et activer la cloche de notification. Chaque fois que Bobby Tanap sera en live, vous serez notifié de leur présence en live. Si vous avez aimé ce direct, merci, c'était un plaisir. S'il y a des reproches, nous sommes toujours ouverts à la critique. La critique constructive permet d'avancer. Alors, merci à tous les auditeurs. Merci pour tout. Je vais redonner la parole à nos invités, je vais dire à nos braves dames, parce que ce ne sont même pas les invités. Elles sont sur cette page chez elles. Je suis plutôt l'intrus. Je suis dans les pectos Tanap, si on va le dire ainsi. Mais ça a été un plaisir de partager ce plateau avec ces belles dames, ces dames disponibles, ces dames combattantes, ces dames déterminées dans leur combat. Vous avez écouté leur plaidoirie pour le retour de la dépouille de maman Germaine Aïdjo. Vous avez écouté leur solidarité aux frères J. Rémy Ngono. On a d'ailleurs vu des vidéos de United for Cameroun dans laquelle Sandy tapait du poing sur la table pour soutenir J. Rémy Ngono. Vous avez vu de nombreuses auditrices, vous étiez très nombreuses, pas seulement les 200 autres qui sont abonnés sur les différentes pages, qui sont connectés en ce moment. Vous étiez très nombreuses à vous lever comme un seul homme pour décrier cet état de fait, ce comportement, cette attitude, ce reportage qui est indigne de notre pays. Alors, je vais laisser la parole quelques secondes à chacune de nos braves dames qui vont vous donner leur mot de fin. Et tout en vous souhaitant un très beau dimanche, je vous donne rendez-vous sur Tax African Vision TV la semaine prochaine pour de très belles surprises. Merci à tous. Alors, Agnès Lendi, et on va finir avec Général Sandy.
Alors, je n'ai pas grand-chose à dire, mais sauf dire à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à maintenant un très grand merci parce que justement, ça valait la peine d'être là aujourd'hui et de vraiment taper le point sur la table pour que enfin notre cher Cameroun va vers un changement attendu. Et je dirais merci à Félix parce qu'il nous a très bien accompagnés parce que justement, il fallait booster cette manière de faire les choses parce que justement, moi, comme je viens pour la première fois sur les réseaux, c'était un peu compliqué pour moi d'être là, mais bon, avec les questions, on se prépare, on répond et donc, merci d'être passé par nous et Ça fait par ici. plaisir. Donc, merci beaucoup. Et merci à Sandy parce que son inspiration est tellement énorme. Et à tout moment, elle a des bonnes choses qui ressortent et que voilà, après elle, on se dit, ben voilà ce que je voulais dire. Donc, merci d'être là et de booster cette lutte comme tu le fais. Voilà. Et merci à tous les auditeurs. Merci infiniment. Sandy de Boston, la générale Sandy. Ben déjà, je vais dire un grand merci à toutes les personnes qui sont restées fidèles à nos programmes. C'était pas facile la reprise après de longs mois d'absence due à la COVID-19, bien sûr. Comme vous l'avez souligné, Maman Brigitte Bumba et beaucoup d'entre nous, les Bobby Tanap, sont dans les métiers de santé. Donc, nous étions au four et au moulin pendant cette crise de COVID. Donc, nous revenons avec le déconfinement, non seulement sur le plan médiatique, comme aujourd'hui. D'ailleurs, je remercie ainsi Malion Agnès Lenji, qui est une militante de la première heure, qui est pétrie de culture politique. Je remercie Maman Brigitte Bumba, notre historienne, une femme qui est dans la politique depuis sa plus tendre enfance et qui a certainement, comme vous l'avez entendu, des histoires et des anecdotes sur les figures politiques du Cameroun telles qu'elle les a vécues. Hein. Et c'est aussi une grande militante du côté des États-Unis qui a évidemment postulé pour des postes importants dans la résistance politique au niveau des États-Unis. Merci à Félix que nous avons ainsi pris en otage suite à son programme sur Jax Television et qui a décidé de nous prêter main forte ce soir. La présence masculine sur le plateau Bobby Tanap, c'est rafraîchissant. Parce qu'on le dit toujours, Bobby Tanap, ce n'est pas seulement les femmes, mais c'est aussi ces hommes qui nous accompagnent. Certainement, lors de la conférence de Genève, vous avez vu plein d'hommes qui sont venus nous accompagner en passant. Je cite ainsi le commandant en chef Calibri Calibro, notre lion Motamossi, l'homme de tous les combats, que je salue d'ailleurs. Le fils du planteur était là. Encore une fois, je salue Maître Amédée Touko, qui est un de nos parrains. Je salue aussi ainsi notre marraine, Maman Alice Com, qui a été aussi violemment attaquée récemment et dont nous avons apporté tout notre soutien. Et nous sommes fiers d'avoir toutes ces personnes avec une expérience politique intense qui nous accompagnent, qui nous conseillent, qui nous encadrent. Donc, le programme a été vraiment très élaboré ce soir. Les dames sur le plateau ont fait preuve de connaissances, de connaissances politiques, de culture politique très, très, très intéressante. Et nous disons à tous ceux qui nous suivent que les Bobby Tanap... Et d'ailleurs, j'en profite ici pour me rattraper parce que Félix, tout à l'heure, dans son programme, a parlé des vrais Bobby Tanap. Alors, j'aimerais dire à Félix, en plus d'être les vrais Bobby Tanap, nous sommes les seuls Bobby Tanap. Il n'y a pas d'autres Bobby Tanap. Toutes celles qui voudront se réclamer être des Bobby Tanap passeront par nous. C'est comme ça et pas autrement. Nous avons les documents officiels pour le prévaloir. À bon entendeur, salut. Toute personne qui se prévalera être Bobby Tanap sans notre accord, c'est ce qui va lui arriver. Exactement. Tout à fait. Donc, nous faisons les choses sérieusement. Nous sommes engagés dans le combat et les femmes guerrières Bobby Tanap, les Amazones de terrain, seront bientôt sur le terrain encore avec le déconfinement. Croyez-moi, lorsque vous voyez ces femmes sur le terrain, elles ne sont pas ces jolies poupées que vous voyez ce soir. Agnès, elle est très belle aujourd'hui, mais si vous la voyez sur le terrain, c'est une femme très déterminée. Nous allons toucher dans le fémur très bientôt, les gars. On va toucher dans le fémur. Ah, ça, les 7 Amazones touqueuses de fémur. Bientôt, nous retournons sur le terrain
et nos cibles sont déjà bien définies. Nous allons retourner sur le terrain et nous allons passer à l'action. C'est ce que nous savons faire. Mais entre-temps, nous continuons la sensibilisation, qui est aussi une partie importante de notre combat. La sensibilisation, la mobilisation du peuple camerounais, surtout des femmes camerounaises. Continuer à inspirer les femmes du côté du 237, parce que ça, c'était un exploit que nous avions accompli en 2020. Oui. Nous avons réussi à inspirer les femmes au 237 à porter le combat en mode Bobby Tanap. Donc, ça va repartir. Les Bobby Tanap sont de retour. Les Bobby Tanap sont de sortie. Merci de rester fidèles. Merci d'avoir confiance en nous. Et nous continuons le combat. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, les dames. Et à très bientôt. Bon dimanche. Merci. Eh oui. Alors, la fan numéro 1 de Sandy Boston est là, Linda Diamond. Nous vous disons bonne soirée. Et on vous laisse avec cette belle musique de Richard Bona sur laquelle nous n'avons aucun droit. Tous les droits sont réservés à l'auteur. Nous avions voulu mettre Valsero, mais malheureusement, depuis quelques temps, les musiques de Valsero sont désormais, je vais dire, labellisées. Et donc, du coup, l'utilisation de cette vidéo fait que le direct va être automatiquement suspendu et le son va être coupé. Alors, nous sommes dans l'obligation de faire jouer autre chose. Et Ngarbou nous rappelle le fameux 14 février 2020. Ne l'oublions jamais. Ces familles décédées, détruites, ces mamans enceintes éventrées, ces enfants morts injustement pour la cause du Cameroun. Ne l'oublions jamais. Alors, nous vous laissons déguster cette musique et que chacun se pose la question, quel est mon rôle dans le combat? Qu'est-ce que j'ai à faire pour faire avancer les choses au Cameroun? C'est le moment que chacun plie le manche et se mette activement au travail. Bonsoir soirée. Sylviane Carole, bonsoir Clovis Fosso, bonsoir Andrea Thompson, bonsoir Linda Diamond. Bonsoir Andrea Thompson, bonsoir Diva Eva, bonsoir Annie, bonsoir, qui je vois encore? Bonsoir Pierre. Sylviane, bonsoir Fride Laporte. Bonsoir, qui encore? 4, 3, 2, 1. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Il est vraiment important et